On en a déjà quelques-unes qui nous sont arrivées sur notre à distance, donc des éléments qui reprennent un peu des points qui ont été vus aussi avec la musicothérapie tout à l'heure, et notamment sur tout ce qui peut être d'abord saluer l'amélioration des croyances et des travaux qui sont faits autour des approches non médicamenteuses. On voit effectivement qu'il y a de plus en plus de travaux, même s'il reste encore des preuves scientifiques. Il y a quand même des éléments qui sont posés, qui sont construits, et on voit qu'effectivement, on prend ces aspects sécurité, efficacité en compte, et pas d'exercice isolé. Donc on voit bien que là-dessus, on progresse beaucoup. On a également une question, alors qui est plus plutôt une forme d'affirmation, en disant que finalement, c'est des pratiques courantes, souvent chez les paramédicaux, également chez les médecins, et que du coup, c'est en travaillant aussi autour de ce regard croisé et de la manière dont on les utilise dans nos pratiques qu'on arrivera à continuer à avancer davantage. Donc ça, c'était plutôt des remarques que des questions. On a, je pense, probablement le même participant qui nous demande aussi si on a des équivalences antérieures de la sophrologie dans d'autres cultures, et comment, du coup, c'est quelque chose qui se transpose et qui ressemblerait à autre chose dans une autre forme de culture. Alors là, c'est les sophrologues qui sauront répondre. Peut-être sur la dernière question, c'est ça. Je pense que je vais répondre de façon un peu détournée. La sophrologie, c'est finalement une rencontre de plusieurs pratiques, de plusieurs techniques, de plusieurs disciplines même, dont le yoga, dont le travail sur la respiration. Donc, est-ce qu'il y a des expériences dans d'autres cultures? Je ne suis pas capable de répondre. Pardon. Oui, je ne suis pas capable de répondre. En tout cas, c'est le carrefour, c'est la conjonction de plusieurs pratiques qui viennent aussi bien d'Orient que d'Occident. Oui, non, si on reprend l'historique de M. Caicedo, le père fondateur, il était psychiatre, il a fait beaucoup d'hypnose avant, donc il y a quand même un fil conducteur. Et justement, la méditation pleine conscience dont on entend beaucoup parler, même au niveau culturel, les trans, puisqu'on parle de transe hypnotique, mais la transe, elle est utilisée dans beaucoup d'autres cultures que la nôtre. Donc voilà, il y a quand même un fond commun, et d'ailleurs c'est ce que j'avais voulu développé dans l'expertise que j'ai faite justement du rapport, que la frontière entre relaxation, hypnose, méditation pleine conscience, je sais que chacun défend son territoire, mais néanmoins, on voit que là, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, les points d'appui, la respiration, c'est des choses que les autres praticiens de relaxation ou d'hypnose souvent font. Et on voit bien, en plus, justement, j'avais regardé un peu complètement sur Internet, sur la sophrologie. Et bien, on voit que la plupart des gens qui font proposent la sophrologie font aussi hypnose, font les deux en même temps. C'est pour ça que la frontière me paraît toujours un peu poreuse. En même temps, moi, je trouve ça très rassurant. Je suis assez cartésienne et pragmatique dans ma pratique infirmière. Si on me réinventait tous les jours la circulation sanguine en rouge et en bleu différente, ça m'inquiéterait. Là, quand on voit ces approches et surtout ce à quoi finalement elles nous invitent à réfléchir, à ressentir dans notre corps, on est complètement dans des choses très mammifères, c'est-à-dire d'avoir à chaque fois une sensation, une émotion, on analyse et on adopte un comportement. Et finalement, ces approches, elles sont aussi tout à fait ancrées dans la communication fonctionnelle avec nous-mêmes et avec les autres. Il y a toujours un avant, un pendant, un après. Quand on utilise notre voix, quand on utilise notre souffle, quand on utilise notre corps, qu'on soit professionnel ou qu'on soit patient, c'est ces rencontres-là. Et c'est finalement ces médiateurs qui sont des outils complémentaires, bien complémentaires aux autres thérapeutiques. Elles ont toujours une ossature assez identique quand on les regarde. Alors après, on peut être poulet de Loué ou poulet de Brest, parce qu'en fonction de qui l'a inventé à un temps T, mais pour autant, ce socle est là. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, et notamment dans cette table ronde, M. Minot reprenait tout à l'heure la notion de puissance d'agir développée par notamment les philosophes sur cette notion de vouloir et de pouvoir. Et comment, quand on redonne du pouvoir
à une personne, qu'elle soit patiente ou usager de la santé, finalement, c'est ça qu'on vient reconnecter quand on lui redonne ce que vient de nous proposer notre collègue de Rennes, voilà, de retrouver du pouvoir sur ses sensations, sur ses ressources. Et quand on mobilise des ressources, forcément qu'on peut rebondir pour faire autre chose. Mais bien sûr qu'il faut que ça soit encadré et sécuritaire. Hein. Il y a une question sur les contre-indications à la sophrologie. Et notamment dans certaines conditions particulières, et notamment avec tout ce qui est fragilité psychique, précautions particulières, et notamment en psychopathologie. Peut-être, sans parler de contre-indications, en tout cas sur les précautions. Pendant notre formation, nous avons plusieurs cours et interventions d'un psychiatre qui pratique en ville, qui est médecin psychiatre, et qui nous forme en tout cas à reconnaître des pathologies psychiatriques qui seraient contre-indiquées, pour lesquelles la sophrologie serait contre-indiquée, de telle sorte qu'on ne puisse pas à la fois mettre en danger le patient, peut-être mettre en péril un traitement que le patient a déjà entrepris, et surtout, nous aussi, nous mettre en danger dans une relation qui serait une relation un peu biaisée avec un patient qu'on ne saurait pas prendre en charge. En tout cas, on a une initiation à ces pathologies qui nous permet d'être avertis quand on voit arriver quelqu'un dans un cabinet de sophrologue. Je ne sais pas si je réponds. Alors, dans le rapport, les contre-indications qui reviennent sont évidemment autour des psychoses. Hein. Mais par contre, est-ce qu'on est vraiment des fois apte et capable de diagnostiquer une psychose quand on n'a pas de formation médicale ou paramédicale? C'est la question. Encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'enjeu est vraiment plus important quand on est hors cadre médical, quand on est dans un soin qui ne se fait pas dans le cadre de l'hôpital. L'enjeu, il est là. Donc encore faut-il que les sophrologues, justement, se forment et arrivent à détecter ce qui relève de la psychose de ce qui ne relève pas de la psychose. Juste aussi une autre remarque que j'avais mise justement dans mon expertise, c'est la sophrologie, c'est une thérapeutique relationnelle. Hein, c'est ça qui marche, c'est la relation qui s'instaure entre le sophrologue et la personne. Hein. Et justement, dans tout ce qui est relationnel, il y a des risques. Et le risque, hein, il est en effet l'emprise, la séduction, et je crois que maintenant on en parle assez, il faut quand même le rappeler, ça ne concerne pas que la sophrologie, hein, je vous rassure, les médecins, les kinés, les psychologues, les infirmiers peuvent aussi être confrontés à ces abus, parce qu'il s'agit d'abus. Et c'est ça, justement, une des grandes questions, hein, c'est ça, c'est bien souvent quand on va voir le sophrologue, il y a une souffrance, une douleur, voilà, qui fait une fragilité. Et quelqu'un, justement, qui va vous donner toute une série de solutions simples, et puis vous avez pu en bénéficier, je pense, là, tout à l'heure, eh bien, ça marche. Et donc, mais des fois, il y avoir des gens qui vont abuser de vous. Hein, c'est ça le risque, et je pense que c'est vraiment une question qu'il faut soulever. Je pense que c'est très bien cadré dans l'ensemble de ces rapports que vraiment dont je salue la publication, puisque c'est vraiment des tremplins pour nous aider justement à repérer les zones de risque. Et vous avez souligné l'importance du travail à l'hôpital, mais plus largement, je me permettrais de l'élargir aussi à toutes les pratiques de ville, parce qu'en fait, c'est l'exercice isolé qui va être effectivement le plus délétère. Ne pas être formé en utilisant quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et puis bien sûr, travailler de manière isolée. Moi, je vois vraiment de très belles expériences qui sont menées justement sur ces utilisations d'approches, mais dans un contexte effectivement de réseau et de collègues qui travaillent ensemble avec les médecins, les paramédicaux et autres. Donc, il ne faut pas le réserver qu'à l'hôpital. Mais moi, dans ce que j'entends, dans ce que le rapport préconise aussi, c'est justement cet encadrement de pratique. Voilà. Et ça, c'est essentiel parce que sinon, on peut partir dans n'importe quoi. J'ai entendu aussi tout à l'heure quelque chose sur l'évaluation qui est un processus continu. Donc, bien évidemment, on va se retrouver dans 4 ans, on va se retrouver dans plusieurs années où on aura encore fait de nouveaux peut-être pas de nouvelles découvertes, mais en tout cas, on saura le raconter différemment et le rendre plus scientifique différemment.
Justement, juste un petit mot sur la façon de réévaluer. Alors, entre guillemets, je vais dire que la sophrologie, aujourd'hui, elle souffre de manque de moyens, parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui sont alloués justement pour la recherche. Ils peinent justement à trouver... il y a des petits financements de la DGES dans le cadre, par exemple, de PHRIP ou pas, je ne connais pas en PHRC, par exemple. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est aussi de développer une recherche qui est assez structurée, qui est basée sur des méthodologies aussi robustes et reconnues, de former aussi justement les sophrologues à une recherche clinique. Ils sont assez larges d'esprit, j'imagine aussi, donc je pense qu'ils peuvent être assez réceptifs à des approches qui rallient à la fois donc leur connaissance en sophrologie et qui rallient aussi également les connaissances scientifiques de recherche et d'évaluation. Alors il y a quand même je pense, un obstacle majeur pour évaluer. C'est à la fois un atout et un inconvénient, c'est l'adaptabilité. Et on l'a bien vu tout à l'heure, là, pour fermer les yeux ou pas fermer les yeux, il a bien précisé, mais vous pouvez aussi ouvrir les yeux. Donc c'est-à-dire que, en effet, les sophrologues et les autres thérapeutes vont s'adapter aux patients, dire que la méthode ne sera jamais la même, enfin, j'ai cru comprendre, et donc selon l'interaction qui se produit, et donc ça c'est très difficile à évaluer, puisque d'un patient à l'autre, le contenu va différer de la pratique. Ça me paraît compliqué. Si vous dites que, si j'ai bien compris votre question, le patient ne pourrait pas verbaliser, seulement le sophrologue s'exprime. Dans un accompagnement de fin de vie, par exemple, en EHPAD, où la relation verbale est rompue, où on est plutôt dans du contact, du sensoriel, du langage tonico-émotionnel et tout ça. Dès lors que le patient a toute sa conscience et qu'une alliance peut se faire avec ce patient, certains exercices, certaines techniques de sophrologie sont tout à fait possibles, me semble-t-il. Après, on le voit, parce que je pense que madame est de métier psychomotricien, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, même quand, à des moments donnés, et c'est tout à l'heure, elle en parlait très bien dans la musique, je pense que c'est à peu près les mêmes choses que l'on rejoint, c'est-à-dire que par la voix, par le souffle, parce qu'on va entraîner finalement dans le contexte, dans l'ambiance qu'on va créer, la personne, elle va résonner avec ça. Et c'est finalement ces vibrations, j'aime bien le mot qu'employait tout à l'heure notre collègue musicothérapeute, voilà, c'est aussi ça qui vient quelque part connecter, on n'en comprend pas forcément tous les tenants aboutissants, mais voilà, et bien évidemment, vous avez entendu aussi la voix de monsieur quand il parle, ou du collègue tout à l'heure, directeur de Rennes, voilà, il y a toute cette ambiance qu'on embarque et qui va faire qu'effectivement, ça va produire un effet. Maintenant, attention à l'effet qu'on produit, notamment parce qu'on peut le faire de manière tout à fait bienveillante, mais on pourrait le faire de manière aussi tout à fait malveillante ou insécurisante. Merci. Pour aller dans votre sens, on travaille aussi beaucoup sur les évocations en sophrologie. Et donc, on travaille sur les sens. Arnaud, hier, a commencé sa présentation avec le goût de la fraise. Si vous évoquez des souvenirs qui sont des souvenirs positifs pour la personne avec qui vous pratiquez cette séance, il se passe forcément des sensations, il y a des émotions qui sont réveillées, qui vont provoquer des effets intéressants pour le patient. Mais ça, évidemment, c'est difficile à évaluer, mais ça existe. Une question ici. Peut-être qu'on pourrait prendre monsieur merci. à distance, s'il vous plaît. D'accord, tu veux que je passe après la question. Vas-y. Bonjour, j'ai une question à vous poser. Quand je vous entends parler sur la sophrologie et que j'entends qu'il faut peut-être l'encadrer par des pratiques un peu médicales, etc., est-ce que ce n'est pas un peu casser la relation qui existe entre le sophrologue et la personne qui en a besoin? Si la personne va sur la sophrologie, ce n'est pas forcément
pour voir un médecin, c'est pour voir un autre moyen de se soigner. Et on est dans le soin global, c'est-à-dire que si on remet encore la notion de médecin derrière ou de professionnel de santé, on le laisse encore dans une dimension qui peut être des fois un échec. C'est pour ça que je pense qu'il est important de bien entendre. J'entends ce que vous avez dit, mais j'ai un peu peur parce que quand je vais voir un sophrologue ou quand je vais voir quelqu'un qui n'est pas forcément du milieu purement médical, c'est que je cherche un complément. Je ne cherche pas à m'opposer au médecin. Et quand j'entends ce que vous dites, j'ai peur qu'on retombe dans les travers de dire il faut que ce soit sous le contrôle d'eux. Et donc ma relation, elle n'est pas normale, elle est encore contrôlée et j'ai besoin de liberté justement. Alors on ne l'a pas dit sous le contrôle d'eux, on a parlé de l'évaluation et du pouvoir en fait associer les sophrologues à des évaluations cliniques. On n'a pas dit qu'il fallait que ça soit bien évidemment sous le contrôle d'un médecin, on a dit juste que le risque serait limité quand le soignant est sophrologue. Bien évidemment, la sophrologie en ville est importante. Bien évidemment, le soin, comme on l'avait dit, ne passe pas par un traitement, ne passe pas par le geste. Il y a le relationnel qu'on pourrait avoir avec le praticien, qu'il soit soignant ou sophrologue, donc non soignant entre guillemets. Bien évidemment, l'effet escompté peut bien évidemment être assez positif, justement parce qu'il s'attache à cette relation de soins qu'on pourrait avoir, mais on n'a jamais dit que ça devait être cadré par un socle médical ou pas du tout. Nous, ce qu'on aurait aimé avoir, c'est plutôt un aspect collaboratif. C'est justement pour évaluer, c'est l'aspect collaboratif qui est important, que ce soit en ville ou bien que ce soit à l'hôpital. L'accent qu'on nous met, nous, c'est plus sur la collaboration que peuvent avoir les sophrologues et avec des soignants et avec l'hôpital, notamment en termes d'évaluation. C'est le point important. J'entends la notion d'évaluation, mais ce que je n'entends pas, c'est que dans cette relation dont vous dites qu'il faut se méfier, je vais être très clair, c'est ce que le professeur Hannequin a dit si bien tout à l'heure, quand vous regardez la relation qu'il y a entre un psychiatre et un patient, la possibilité de transfert qui existe, elle existe. Oui, on le sait que quelle que soit la relation, que ce soit, je peux mettre le psychiatre, je peux mettre le médecin, je peux mettre l'infirmière ou la kiné, ce que vous voulez derrière, il y a forcément à un moment donné une relation qui peut être biaisée. C'est la prise en compte qui est importante, j'en suis tout à fait d'accord, mais c'est comment on construit aussi, il ne faut pas oublier que les gens qui vont vers la sophrologie ne cherchent pas forcément une relation, on va dire, dite académique ou dite scientifiquement. C'est-à-dire là, on est sur la sensation, on est sur une autre dimension. Et comme je pense, a dû le dire ce matin Jean-Christophe Minot, on est sur l'accumulation de l'expérience. C'est-à-dire on va chercher des choses qui nous font du bien. Et ce que j'ai entendu sur M. Perrault, c'est la notion de qualité de vie. C'est-à-dire que quelque part, on ne va pas soigner la maladie, on va soigner le bien-être. C'est-à-dire on va essayer de compenser des choses qui nous permettent de vivre tous les jours normalement et de dire demain, c'est un beau jour, c'est encore un autre jour. Donc, ce n'est pas incompatible pour moi. Et l'évaluation que vous dites, elle va être un peu compliquée parce que est-ce qu'on va regarder sur le critère scientifiquement pur qui est est-ce que je fais mieux qu'hier ou est-ce que c'est je vis mieux avec? Et ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que nous avons dit que notre évaluation est vraiment limitée et qu'on évalue aujourd'hui la sophrologie sur un modèle qui est vraiment très calqué à l'évaluation du médicament et ce n'est peut-être pas la bonne approche justement pour le faire. La bonne approche, c'est vraiment rallier le quantitatif et le qualitatif, justement, comme vous venez de le dire, en s'intéressant plus à la relation que peuvent avoir le praticien sophrologue et le patient ou le malade, la personne de façon assez générale, et justement de donner un peu plus une dimension un peu plus humaine dans la relation qu'on pourrait avoir justement avec les patients. Donc c'est vrai que l'évaluation telle qu'elle est maintenant faite, elle n'est peut-être pas la bonne, hein, et justement c'est pour ça qu'on a fini notre présentation par une réflexion autocritique du travail qu'on fait, mais dans tous les cas, il y a des travaux qu'on mène aujourd'hui à l'INSERM avec des approches qualitatives, des approches beaucoup plus axées sur la parole du patient et beaucoup plus axées sur l'expérience patient. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? On va passer une dernière la parole à notre collègue à distance, et puis ça sera le temps de... Arnaud est-il... Voilà, il est là. Vous m'entendez dans la salle? Oui. C'est bon.
Super. J'avais le retour, mais l'équipe travaille très bien et encore bravo à toute l'équipe qui fait un super boulot au niveau technique. Super. On parle de beaucoup de choses et c'est vrai que c'est important de positionner, et ça, on le voit dans votre rapport au niveau de l'INSERM et merci de le souligner, ce côté tellement différent selon les écoles, et j'en suis premier à le déplorer. Ça fait 20 ans que je suis formé à la sophrologie, plus de 15 ans de terrain avec les patients, et je travaille qu'avec des médecins, avec des neuros, avec des psychiatres, avec des infirmières, des kinés, etc. Alors non, on n'a pas forcément ni besoin ni envie d'être encadré, par contre d'être en lien, parce que je pense qu'on a une part importante aussi à poser, à apporter, parce qu'on parle de médecine complémentaire ou de techniques complémentaires. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça vient juste apporter un complément par rapport aux thérapeutiques en cours. C'est-à-dire, on va aussi appuyer, quand on peut, bien entendu, les professionnels de santé pour l'observance du traitement, notamment, pour apporter aussi d'autres renseignements en complément de l'éducation thérapeutique du patient, etc., etc. Mais concernant la formation de sophrologue, en tout cas, ça j'y tiens dans mon institut, c'est en lien avec les découvertes scientifiques des neurosciences. On ne fait plus les techniques allongées comme dans les années 80, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, la sophrologie, il y a eu beaucoup d'influences. Caicedo, j'ai été formé par Caicedo, il n'a pas inventé la respiration. Bien entendu que non. Il s'est inspiré de Schultz, de Jacobson, de l'hypnose, de tellement de choses. En tant que neuropsychiatre, il est allé chercher énormément de choses, simplement. Ça s'est adapté, ça s'est aussi modernisé. Je pense que vous le savez que la science a évolué, vous le voyez tous les jours, les patients aussi ont évolué. La sophrologie d'aujourd'hui se doit d'évoluer également. C'est ce qu'on fait en tout cas chez nous. C'est malheureusement pas le cas dans toutes les écoles, et ça on le voit bien dans votre rapport. Et merci de le souligner, parce que c'est terrible de voir qu'il y a des sophrologues, comme disait Félix, à juste titre, à la petite semaine, qui vont lire un texte au patient. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, on n'est pas là pour réciter quelque chose, mais pour lui apporter peut-être une connexion à lui-même. Ce qu'on dit depuis ce matin, cette relation à soi-même, qui n'est pas forcément évidente, parfois entravée par la douleur, trauma ou autre, et juste de remettre un petit peu, comme je dis souvent trivialement, le fil bleu sur le bouton bleu. C'est pas simple, mais ça passe par le corps. La sophrologie est l'une des techniques, pas la seule, hein, loin de là, mais l'une des techniques en tout cas efficaces pour rebrancher un patient sur ses sensations, voilà, quelles qu'elles soient, et de refaire finalement ami-ami avec lui-même. Plutôt intéressant.